Et vous avez remarqué, dans presque tous les films, l'entrepreneur est toujours le méchant. On va décortiquer pourquoi les entrepreneurs sont présentés comme les méchants dans les films et les séries. Dans un film ou une série, si on vous montre un entrepreneur à succès, il est toujours méchant. Deux types de séries qui font fureur depuis quelques années. Les séries sur les tueurs en série et les séries sur les entrepreneurs corrompus. Pourquoi est-ce que Hollywood aime autant raconter des histoires d'entrepreneurs détestables? Après, ce qui est bizarre, c'est que Hollywood, ça n'est pas exactement une coopérative artistique hippie. Hollywood, c'est des riches producteurs qui payent des acteurs millionnaires pour faire des films pour des énormes conglomérats. Et pourtant, ils nous racontent des histoires où les entrepreneurs, les riches et les conglomérats sont toujours méchants. C'est quand même bizarre. Et ce n'est pas le cas pour d'autres professions. Il y a des séries sur les flics corrompus parce que ça fait du bon drama, mais il y a aussi des séries sur des bons flics qui résolvent des affaires. Il y a des personnages de mari infidèles à la Don Draper, mais il y a aussi des pères de famille dévoués. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de trouver un bon entrepreneur au cinéma? Mon premier instinct était de me dire que raconter l'histoire d'un gentil entrepreneur, ça serait chiant. Un gars qui bosse dur et qui réussit, ça fait pas vibrer les gens. Ils veulent du sale, du sang, de la trahison. Ils veulent que le FBI se pointe et que quelqu'un finisse en tôle. Selon cette hypothèse, l'entrepreneuriat, ce n'est pas assez sexy pour faire un film. Mais alors, comment est-ce que vous expliquez une série comme Suits? Ce sont juste des avocats en costard qui blablatent dans leur bureau, et pourtant, les scénaristes en ont tiré des retournements de situation dignes des meilleurs soap-opéras. On peut se dire que regarder des avocats, ça reste plus glamour que suivre un gars qui monte un business de dropshipping en slibard depuis la table de sa cuisine. Et c'est vrai, mais si vous êtes scénariste, vous pouvez choisir de raconter l'histoire d'un entrepreneur qui monte un business cool. Les scénaristes décident que ce n'est pas acceptable de montrer un personnage qui réussit par le mérite. Au final, il réussit parce qu'il accepte de se corrompre. Donc oui, ça semble dur de faire un film excitant sur le fondateur de Pinterest, ou même franchement sur un youtubeur qui fait des vidéos sur le marketing. Mais on pourrait dire la même chose sur votre médecin généraliste, et pourtant un scénariste talentueux peut vous scotcher devant Dr House. Donc ça devrait être possible de raconter une histoire excitante sur un entrepreneur. Il suffit de choisir un personnage avec une grosse personnalité qui s'attaque à un projet avec un gros enjeu. Mais Hollywood choisit de ne pas le faire, et il doit y avoir une bonne raison pour ça. C'est pas un complot, Hollywood n'est clairement pas anticapitaliste, ni anti-ambition, et encore moins anti-argent. Et pourtant, il nous raconte toujours la même histoire, celle d'un individu talentueux qui est aveuglé par son ambition et finit par trahir ses clients, ses associés ou les deux. Le but est de créer l'enjeu. Les scénaristes ont jugé que voir une entreprise réussir, ça ne crée pas assez de tension. Alors ils nous font une promesse beaucoup plus forte. Vous allez regarder ce personnage se corrompre et s'autodétruire. Ce procédé scénaristique fait que les trois séries finissent par avoir le même message. L'entrepreneuriat corrompt. On peut faire un film sur un artiste ou un sportif avec un happy ending. Mais pour un entrepreneur, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une chute. Et pour rassurer les gens qui ne vont pas passer tout ce temps à regarder un gentil entrepreneur, il faut leur annoncer, dès les premières minutes, que l'histoire se termine mal pour lui. Je ne pense pas qu'il s'agit d'un coup monté de la part de Hollywood. Je pense que c'est une conséquence de la structure en 3 actes des films hollywoodiens. La grosse crise doit se produire à la fin de l'acte 2. C'est là que le héros confronte le méchant dans un film d'action, que les amoureux se séparent dans une comédie romantique, ou que le détective comprend qui est le criminel dans un policier. Ça permet à l'acte 3, qui est la fin du film, d'être un dénouement dramatique de l'histoire. Mais si vous avez déjà lu une autobiographie d'entrepreneur, vous allez reconnaître ça. Au début, l'entrepreneur nous raconte son enfance, et franchement on s'en fout un peu, mais juste après, ça devient vraiment intéressant. Il trouve son idée, il galère, il est au bord de l'échec, puis il craque le marché, son business explose, c'est super excitant. Et sur la dernière partie, il pilote un gros business. Il y a plus trop d'enjeux, il y a plus trop de risques. Finalement, vous avez les 2 derniers chapitres qui parlent de ces donations philanthropiques et on s'ennuie à mourir. La philanthropie, c'est cool, mais il y a 0 enjeu. Et ce schéma narratif ne marche pas du tout pour un film hollywoodien. Vous ne pouvez pas avoir le dernier tiers du film où le mec est riche et gère son expansion à l'international. Les spectateurs vont quitter la salle. L'acte 3 doit avoir un énorme conflit dans lequel tout est risqué. Mais dans une histoire d'entrepreneur, le conflit le plus intéressant, c'est comment il va trouver son idée et la faire décoller. Ça arrive trop tôt vers la fin de l'acte 1. Donc pour créer une fin satisfaisante, il faut un conflit encore plus gros dans l'acte 3. Mais comment est-ce que vous créez un conflit pour une personne qui a déjà réussi? Il y a une solution évidente, il faut mettre en scène sa corruption morale et sa chute. Ça explique pourquoi Hollywood ne choisit de raconter que les histoires de méchants entrepreneurs corrompus et ignore les bons entrepreneurs. L'histoire des bons entrepreneurs n'a pas de 3e acte et donc ne fonctionne pas à l'écran. Mais ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas pourquoi, si un entrepreneur est un personnage secondaire dans un film ou une série, il est toujours un connard. Même s'il est présenté de manière positive au début, vous savez qu'il va être démasqué comme méchant. C'est un énorme cliché qu'on peut voir venir à des kilomètres et pourtant il perdure. Pourquoi? L'explication correcte me semble être la plus simple. Hollywood donne aux gens ce qu'ils ont envie de voir. Il y a 2 théories sur cette question. La première théorie, c'est que les entrepreneurs sont méchants dans les films parce qu'ils sont méchants dans la vraie vie. Selon cette théorie, la seule manière de réussir, c'est d'exploiter les autres, donc un héros entrepreneur serait une contradiction. La deuxième théorie, c'est que les gens détestent les entrepreneurs parce qu'ils sont jaloux. Ils veulent qu'on les rassure en leur disant que les entrepreneurs qui réussissent sont des pourris, qui en plus finissent malheureux, donc ça ne valait doublement pas le coup. Ces 2 théories reposent sur notre rapport à l'argent. Et sur l'argent, Hollywood a une opinion très tranchée, une personne qui fait quelque chose pour l'argent a toujours tort. Il y a des films avec des héros sympathiques qui veulent du sexe, ou la célébrité, ou la vengeance,
Mais la seule motivation qui est vraiment taboue, c'est l'argent. Ce qui est étrange quand on y pense, parce que la plupart d'entre nous ne sont pas sur une quête de vengeance personnelle, mais quasiment tout le monde voudrait bien gagner plus d'argent. Chez Hollywood, c'est acceptable qu'un personnage prenne la justice entre ses propres mains et trucide des dizaines de personnes. Par contre, s'il invente un produit utile et qu'il a le malheur de commercialiser sa création, il finira inévitablement par être corrompu et finir comme un super vilain. Ça donne un autre cliché très drôle, celui de « il faut que je gagne ce tournoi d'acapella pour lever les fonds pour sauver l'orphelinat local ». Dans Babe 2, il faut gagner un concours de chien de berger pour gagner assez d'argent pour sauver la ferme familiale. Dans Dodgeball, il faut gagner un tournoi de balles aux prisonniers pour sauver la salle de sport locale. Dans Happy Gilmore, il faut gagner un tournoi de golf pour sauver la maison de mamie. Les scénaristes inventent ces situations abracadabrantesques parce que c'est tabou d'avoir un protagoniste avec une des préoccupations les plus communes qui est de gagner de l'argent. Oui, je viens de citer Babe 2 dans une vidéo Marketing Mania. L'idée que vouloir gagner de l'argent corrompt n'a pas été inventée par Hollywood. Ça remonte au moins à la Bible. L'avarice est un des 7 péchés capitaux et Jésus critique régulièrement la richesse en disant par exemple que il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc les entrepreneurs sont automatiquement méchants parce qu'ils ont la seule motivation interdite dans un film hollywoodien. Mais il y a aussi une explication encore plus simple. Les gens ont envie de regarder des héros qui leur ressemblent, qui combattent des méchants qui sont différents. Le producteur Michael Sugar explique que quand vous avez un méchant, ce n'est pas une mauvaise idée en tant que scénariste de faire de ce méchant quelqu'un de différent de tout le monde. Et la richesse est un grand séparateur. Ça explique aussi pourquoi beaucoup de méchants ont des accents étrangers, pour montrer qu'ils sont différents et donc pas gentils. Et dans les films hollywoodiens, un accent sert à marquer les méchants en créant une séparation entre le personnage et le public. L'argent est utilisé de la même manière. Si un personnage est riche, il est différent de nous, donc comme les accents étrangers, ça sert à marquer les méchants. Et comme le spectateur moyen ne s'identifie pas à un entrepreneur, l'entrepreneur ne peut pas être un héros. Mais attendez, le spectateur moyen n'a pas non plus de super pouvoir. Alors pourquoi est-ce que un film sur deux qui sort est un film Marvel? Une des différences clés entre un entrepreneur et un super-héros, c'est que le super-héros n'a pas choisi d'être super. Une des raisons pour lesquelles les gens sont hostiles aux entrepreneurs, c'est qu'ils ont l'impression que l'entrepreneur leur dit « Si t'es pauvre, c'est de ta faute, tu n'avais qu'à travailler dur comme moi. » Et parfois, ils ont raison. Les super-héros n'ont pas ce problème. Spider-Man n'a pas choisi de se faire piquer par une araignée. Neo n'a pas choisi d'être l'élu. Harry Potter n'a pas choisi d'être le némésis de Voldemort. Dans l'immense majorité des films hollywoodiens, ce n'est pas le héros qui décide de démarrer sa quête. La mission lui est donnée par une force extérieure. Ce qui ne marcherait pas pour une histoire d'entrepreneur. Personne n'est forcé à monter une boîte, c'est une ambition personnelle. Et c'est frappant qu'on ne voit jamais un héros hollywoodien démontrer l'ambition personnelle d'un héros de shonen. Là où les héros de manga se déchirent pour réussir, Hollywood préfère, paradoxalement, un héros qui a un talent naturel. Un personnage qui travaille dur nous renvoie l'image désagréable qu'on n'en fait peut-être pas assez pour réaliser nos rêves. Mais peu importe tous vos efforts, vous n'allez jamais être Superman, Sherlock Holmes ou même Oppenheimer. Pour déculpabiliser le spectateur, les scénaristes ont 3 stratégies possibles. La stratégie 1, c'est quand l'entrepreneur perd tout à la fin du film. Idéalement, il va même en prison, comme Elizabeth Holmes. Ça rassure le spectateur, qui se dit « Je n'ai pas réussi, mais c'est parce que je suis honnête et gentil ». Mais parfois, cette stratégie n'est pas possible, généralement parce qu'on raconte une histoire vraie et l'entrepreneur n'a pas tout perdu dans la vraie vie. Alors les scénaristes peuvent se rabattre sur la stratégie 2 où l'entrepreneur finit seul en ayant trahi tous ses amis comme Mark Zuckerberg à la fin de The Social Network. Il a réussi mais seulement parce qu'il a poignardé tous ses proches, donc le succès ne valait pas le coup, j'ai pris les bonnes décisions dans ma vie. Ou la 3e stratégie qui est une variante, on découvre que l'entrepreneur est profondément malheureux malgré son succès, comme le personnage principal de Citizen Kane dont le dernier mot est un rappel de la dernière fois qu'il a été heureux quand il était enfant et qu'il jouait avec son traîneau. Alors, est-ce que c'est possible de faire un film ou une série avec un bon entrepreneur? Je pense que oui, mais il va falloir faire pas mal de gymnastique pour éviter tous les problèmes dont on a parlé jusqu'ici. D'abord, il faut choisir un entrepreneur qui a un produit assez visuel, pour qu'on ne soit pas coincé à regarder un mec qui tapote sur son clavier pendant 2 heures. Ensuite, il faut créer un enjeu énorme. Si notre enjeu est juste est-ce que la boîte va réussir ou est-ce que le gars devra trouver un job normal, personne ne va payer un ticket et un popcorn pour voir ça. On peut aussi créer un enjeu humain. Par exemple, le bon entrepreneur pourrait être trahi par une méchante entreprise avec un méchant PDG et on a envie que le gentil entrepreneur lui défonce la gueule. Ça va aussi nous permettre de résoudre la question de l'argent. Notre gentil entrepreneur n'est juste pas motivé par l'argent. Il veut créer un produit qui va changer le monde et casser la gueule du méchant entrepreneur. La personne moyenne a une vague impression que les gens qui réussissent exploitent les autres. Et on ne va pas leur faire la leçon dans le film sur la pensée économique de l'école de Chicago. Donc il faudrait montrer que l'entrepreneur a réussi non pas en exploitant les autres, mais en créant un meilleur produit que les gens choisissent de leur plein gré. Et au passage, ça aidera si on peut montrer que la méchante entreprise arnaque les gens pour rassurer les gens dans leur croyance que généralement les riches sont méchants. Il faut aussi créer quelque chose pour éviter de faire culpabiliser le spectateur, qui est affalé sur son siège au lieu de créer un produit qui va rendre ses descendants riches pour 4 générations. Là, on va piquer la technique des super-héros. Le héros a un talent inné. Il n'a rien demandé, il n'a pas travaillé pour, il est juste différent et il découvre un beau jour son destin. Finalement, il faut trouver une manière dramatique de terminer notre histoire. Par exemple, un conflit final entre le héros et la méchante entreprise. Et soit le héros se sacrifie personnellement et meurt, soit il sacrifie son entreprise d'une manière qui fait aussi imploser l'entreprise des méchants. Dans les deux cas, ça crée une fin dramatique et ça prouve une bonne fois pour toutes que notre héros était là pour la mission et pas pour l'argent. Un exemple d'une série qui a fait ça très bien, c'est The Bear.
Le personnage principal ouvre un restaurant. C'est un entrepreneur. Il doit lever du capital, gérer des employés et attirer des clients. Mais contrairement à tous les exemples dont on a parlé, il n'est pas corrompu par son ambition. Le drama vient du fait qu'il essaye de faire quelque chose de très difficile et qu'il a la rage au ventre de réussir. Si on reprend nos catégories, ça coche toutes les cases. Le produit est visuel puisque c'est de la nourriture. Il y a un enjeu émotionnel fort. Ce n'est pas juste un gars qui ouvre un resto. Il reprend le resto de son frère qui s'est suicidé. La question de l'argent est réglée dès le premier épisode. Il n'a pas d'argent. Il ne prévoit pas d'en gagner beaucoup, et il n'est pas là pour ça. La question de l'exploitation est partiellement réglée par le choix du produit. Peu de gens ont l'impression de se faire exploiter par les restaurants, mais on pourrait facilement accuser un chef d'exploiter ses employés. Alors la série nous montre 3 choses pour nous désabuser de cette notion. On voit que notre héros s'est lui-même fait maltraiter par son patron précédent, qui est présenté comme un riche connard typique. Ensuite, on le voit soutenir personnellement ses employés en leur payant des formations. Finalement, il travaille plus que n'importe qui pour faire réussir le resto. Comment est-ce qu'on évite aux spectateurs d'être culpabilisés en regardant ce mec travailler dur pour son rêve? C'est là que la storyline du destin familial entre en jeu. Moi aussi, si mon frère décédé m'avait laissé un resto, je le reprendrais pour honorer sa mémoire. Mais coup de bol, ça n'est pas le cas, donc ma situation n'est pas comparable et je me pose pas trop de questions. Il reste la question de l'acte 3. Évidemment, on ne peut pas avoir une dernière saison où le resto marche et tout roule. Ce serait une trahison totale de l'esprit frénétique de la série. Donc il faut s'attendre à ce qu'ils doivent sacrifier sa santé mentale, son restaurant ou même sa vie à la fin de la série. Tout est bien qui finit bien. C'est marquant que le seul moyen que les scénaristes ont trouvé pour dépeindre un entrepreneur sympathique est de le faire autodétruire son entreprise. Pour faire une fin satisfaisante, l'entrepreneur doit sacrifier soit sa moralité, son entreprise ou sa vie. Dommage que les scénaristes choisissent quasiment toujours la première option. Et si cette image vous freinait? Et si cette perception négative vous empêchait, vous et toute une génération, de poursuivre vos rêves? Le cinéma nous conditionne souvent à croire que pour réussir, il faut être sans pitié. Résultat, certains abandonnent leurs ambitions de peur d'être catalogués comme le méchant. On finit par croire que toute réussite s'accompagne de corruption. Si vos modèles ne sont que des rebelles et des artistes, où est l'image de l'entrepreneur visionnaire qui change le monde? Cette diabolisation freine l'innovation, crée de la méfiance, et vous donne l'impression que le succès est inaccessible. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi créer de la valeur, résoudre des problèmes et avoir un impact positif sur la société. Envie de voir les choses autrement? Découvrez notre vidéo sur le top 10 des séries et films qui célèbrent l'entrepreneuriat à voir absolument cette année. Et pour rester à jour sur les opportunités business, la finance et le développement personnel, abonnez-vous à Chaque Action Compte. N'oubliez pas, chaque action compte.